Dans ma génération, on grandissait avec des films Disney. Les princesses et les princes qui vécurent heureux pour toujours. Bon, en 2026, on va pas se mentir, on sait que c'est du bullshit. Enfin, pas tout à fait. J'y ai cru, moi aussi, à mon histoire de conte de fées. Et en fait, c'était simplement du love bombing. Je rigole parce que je repense à cette histoire et en fait, je suis passée de la princesse Disney aux enfers avec Hadès en une fraction de seconde. Alors, tout ça, ce n'était pas de l'amour, c'était de la chimie. Donc aujourd'hui, c'est pas une histoire Disney, c'est une étude de cas en physique-chimie. On va prendre la dopamine, le cortisol et les endorphines. On va mettre tout ça dans un shaker, on va checker très très fort dans le cerveau et on va découvrir ce qu'a donné cette histoire. Alors enfilez vos blouses blanches, vos lunettes et c'est parti pour l'étude de cas qu'on va appeler Roméo. Ce Roméo est arrivé dans ma vie au moment où je m'y attendais le moins. Je vous préviens, les prochaines minutes vont être très cucu, mais c'est comme ça que j'ai vécu cette histoire et ça va vous permettre de vous immerger au mieux, de vous mettre dans l'état d'esprit dans lequel j'étais. Pour vous situer un petit peu le contexte, j'habite dans un petit bled perdu dans la campagne. Je venais de quitter quelque temps auparavant un mec avec qui c'était ma foi très bien, mais la distance beaucoup trop compliquée à gérer, très peu de temps disponible pour se voir. Voilà. Et ce Roméo apparaît sur Facebook parce qu'à ce moment-là, j'ai mon auto-entreprise et je vois qu'il me suit, je crois, sur mes réseaux pro. Je vais chez mon esthéticienne, on papote entre filles et je lui parle de ce fameux Roméo. Et là, le monde étant petit, surtout à la campagne, elle me dit qu'en fait, ce Roméo, c'est son meilleur ami. Et là, j'ai compris que le monde était vraiment très petit. Elle m'explique qu'il est dispo, que c'est un gars super. Évidemment, elle prêche pour sa paroisse et elle me le vend comme il faut. Et à la suite de ça, je crois, avec Roméo, on finit par entamer la conversation sur les réseaux sociaux. Donc au début, des échanges, pas forcément dans la séduction, mais on apprend à se connaître. Je sais que je lui plais, mais lui, pour l'instant, je ne sais pas à quoi il ressemble. Bref, un dimanche typique dans le sud-ouest, et surtout dans ma petite campagne, je vais voir un match de rugby avec des copines. Qui est-ce que je vois débarquer ? Voilà, je l'aperçois et là, je me dis, gros coup de foudre. Il est très beau, en plus de ce qu'on discutait, enfin voilà, il coche beaucoup de cases. On voulait garder en fait cette relation secrète parce que l'environnement étant très petit, on n'avait pas envie que ça se sache pour l'instant. On voulait faire un petit peu notre vie de notre côté sans que toute la population s'en mêle. Donc je passe mon dimanche rivé sur mon téléphone, lui aussi, des fois on s'échange quelques petits regards. Vraiment, on était au collège, tout était comme il fallait. J'étais rouge pivoine, je gloussais au moindre truc. Et on se dit bonjour, et à ce moment-là, on s'échange pas de mots, on reste sur du virtuel parce qu'il y a du monde, tout ça. Donc ça met un petit peu des papillons dans le ventre. Je rentre chez moi un peu tout émoustillé et il me propose de m'inviter au restaurant le soir même. Évidemment, j'accepte. Donc là, on se retrouve vraiment tous les deux. La conversation est très fluide. Et c'est un très très bon moment. Sur le retour, il y avait des petites caresses sur les mains qui s'échangeaient, quelque chose de très doux, très subtil. Il n'y a pas eu de bisous. Mais autant vous dire que je me suis couchée ce dimanche soir, les étoiles plein les yeux, j'étais sur un nuage. Et ça va continuer en intensité parce que il parle très rapidement de moi à sa famille. Il va déménager quelques semaines après qu'on se soit mis ensemble. Il me donne le double de ses clés. Il va fêter ses 30 ans, il m'invite, je rencontre toute sa famille. Et là, pour vous dire, ça fait un mois qu'on se fréquente.
On a des conversations pendant la journée où on se dit que c'est absolument incroyable, c'est irréel ce qu'on vit. Et même lui, d'habitude c'est moi la folle du bus qui a tendance à beaucoup m'emballer, à me projeter. Là c'était lui. C'était vraiment exceptionnel. Et j'en parle à l'une de mes meilleures amies, qui est la plus terre-à-terre, la moins romantique de notre groupe. Et même elle me dit, je pense que là t'as trouvé ton âme sœur. Là il y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose dans cette histoire. Donc tout ça, cumulé, fait que je suis sur mon petit nuage, je vis l'histoire de mes rêves avec le gars de mes rêves, et à ce stade-là, rien peut m'arriver. Ma belle. Comme j'étais bien, j'étais en sécurité, moi qui suis normalement hyper vigilante, hyper dans l'analyse, là tous mes radars étaient au vert, j'étais en sécurité absolue. Et un soir, après qu'on se soit fait un BK, je crois, je me rappelle, on avait mangé avec une copine à moi, et on parlait déjà bébé, tout ça, comment on voyait évoluer notre relation. Même lui était investi. Et on rentre chez moi, et il me dit, il faut que je passe un coup de fil à une pote, est-ce que ça te dérange? Et moi, non, vas-y. Mais dans ma tête, ça allait pas durer longtemps. Et finalement, l'appel s'éternise, moi je m'agace un petit peu, et quand il revient, je décide de poser mes limites, en lui expliquant très maladroitement que j'aurais préféré que cet appel dure moins longtemps et qu'on profite un peu plus tous les deux. En fait, il m'a un peu remballé, il a pas du tout validé ce que j'étais en train de lui dire. Pour quelqu'un de sécure, on était juste sur un petit désaccord. Mais pour moi, ça a été le début de la fin. Dans ma tête, en fait, j'ai entendu le petit clic. La barre de sécurité venait de sauter. Je l'ai senti dans mes tripes avant même que mon cerveau comprenne. C'est là que le wagon s'est décroché. Bienvenue dans le Space Mountain de l'angoisse. Veuillez garder vos bras, vos jambes et votre santé mentale à l'intérieur du véhicule. C'est parti pour un looping mental à 300 000 km/h. Plus de lumière, plus de logique, juste la nausée et la certitude absolue. Ce manège ne s'arrêtera pas tant que je n'aurai pas vomi. En fait, ce qui venait de se passer pour moi, c'est que j'ai eu l'impression et j'ai pris en fait cette non-validation de mes limites comme un rejet complet. À partir de ce moment-là, la sérénité n'existait plus et j'étais dans l'hypervigilance, l'hyper-analyse. Je suranalysais tout. Il mettait un peu plus de temps à répondre. Il employait pas les bons mots. Il était moins disponible. Tout était sujet à surinterprétation, que ça y est, il ne m'aimait plus, c'était fini. Et va s'en découler petit à petit un gouffre dans lequel je vais me mettre, un cercle vicieux dont je finirai par sortir, mais en mauvais état. Comme moi j'interprétais qu'il s'éloignait, qu'est-ce que je faisais? Je surinvestissais cette relation. C'est-à-dire que j'envoyais 2 fois plus de messages, j'étais 2 fois plus en demande, j'étais devenue étouffante. Mais en fait, j'étais tellement en insécurité que je cherchais lui à ce qu'il me sécure, mais lui, je l'étouffais, donc il était encore moins présent, et donc moi, je l'étais encore plus. Bref, à ce moment-là, je vivais la descente aux enfers. Moi qui étais montée si haut, j'étais en train de redescendre, mais c'était très subtil en plus, imperceptible. Il n'y avait que moi qui pouvais voir que là, il avait mis 5 minutes à répondre au lieu de 3 minutes. Que des détails comme ça. Et comme j'étais dans l'insécurité la plus complète, j'en étais arrivée à un stade où j'ai débarqué chez mon médecin en larmes. J'étais une loque. Et il a fini par me mettre sous antidépresseur parce que je ne gérais pas du tout cette décompensation. Et jusqu'au jour où le délai de réponse était bien trop supérieur à ce que je pouvais tolérer. Et donc, je lui dis, écoute, profite de ton week-end, on se voit lundi, on en parle. Quand il est arrivé le lundi chez moi, j'avais mis toutes ses affaires dans un sac
et je l'attendais et je lui ai dit moi c'est terminé, je peux pas. Vraiment essayer de lui expliquer durant la relation que j'étais en insécurité. J'avais essayé, mais visiblement lui n'était pas en capacité de gérer ça. Quand tout allait bien, c'était super, mais quand ça allait pas, lui il quittait le navire. Donc moi, simplement, j'ai décidé de le quitter, de lui remettre gentiment ses affaires et de le mettre à la porte. Ok, ça y est. Donc, le manège s'est arrêté, on sort, on s'essuie le vomi et on regarde un petit peu tout ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que j'ai réagi comme ça? Pourquoi cette descente aux enfers pour un mec que je connaissais finalement depuis très peu de temps? Et ça, c'est pas parce que j'étais faible, c'est pas parce que c'était de l'amour de ma vie non plus, c'est purement neurobiologique. Pendant cette histoire, en fait, mon cerveau a été soumis à un cocktail de 3 drogues puissantes. La coupable numéro 1, la dopamine. C'est elle, en fait, qui a géré le premier mois, la phase Disney. Scientifiquement, la dopamine, c'est l'hormone du désir et de la récompense. Avec son love bombing, les messages, les clés, les surprises, en fait, ce Roméo m'a saturé mes récepteurs. Il a transformé mon cerveau à celui d'un joueur de casino. Chaque notification était un win. Mon cerveau a enregistré une donnée très simple. Roméo égale plaisir immédiat. J'étais littéralement, on va pas se mentir, accro. Ensuite, le coupable numéro 2 était les endorphines. Ça, c'est ce que je ressentais quand je vous disais « je suis sur mon petit nuage, rien peut m'arriver ». En fait, c'est un opioïde naturel comme la morphine. Et son rôle, c'est de calmer la douleur et l'esprit critique. Tant que ce Roméo me bombardait d'attention, j'étais anesthésiée. Je voyais pas que ça allait trop vite, je voyais pas que c'était juste un inconnu, j'étais droguée au confort. Et le coupable numéro 3, le cortisol, mon meilleur ami. Et c'est là que le drame est arrivé. Le moment où il a pas validé ma limite, qu'il a coupé le fil, le robinet à dopamine et endorphine s'est coupé net. Et en fait, ça a été le sevrage brutal. Et mon petit cerveau reptilien, qui est bête et méchant, a interprété ce retrait comme un danger de mort. Et il a déclenché l'alerte générale, c'est-à-dire le cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress vital. C'est lui qui m'a guidée chez le médecin. Pour vous parler un petit peu des mécanismes de défense, cette phase où je suis passée pour la folle du bus, c'est là que la psychologie explique mon comportement étouffant. Face au stress, donc le cortisol, il y a 2 réactions possibles, la fuite ou le combat. Et moi, je suis entrée en mode combat. J'étais en hyper-action pour sauver ma peau et en l'occurrence mon couple. Plus j'avais peur, donc plus j'avais de cortisol, plus j'essayais de contrôler, donc tout ce qui était suranalysé. Et plus je contrôlais, plus Roméo se sentait étouffé. Et donc il fuyait, et plus il fuyait, plus mon cortisol montait. Et c'est ça en fait, ce cercle vicieux chimique. Ce que j'ai pris pour de la passion complètement dévorante ou de la folie, en fait c'était juste mon système nerveux qui essayait désespérément de retrouver sa dose de sécurité. Maintenant que le cours de chimie est terminé, on va voir qu'il y a une réalité psychologique encore plus intéressante. Pourquoi cette insécurité foudroyante? Pourquoi cette hypervigilance digne du KGB? J'ai compris une chose fondamentale. Avec Roméo, je ne me sentais pas en sécurité parce que j'étais solide, je me sentais en sécurité parce qu'il comblait un vide. Il en faisait tellement, ses messages, sa présence, qu'il a agi comme une béquille émotionnelle géante, si on peut l'illustrer comme ça. J'ai compris l'erreur classique. J'ai remis les clés, non pas de mon appartement, mais de ma paix intérieure à un inconnu en l'espace de 3 semaines. Du coup, mathématiquement, quand il a retiré son attention, il n'a pas retiré que du love, il a retiré mon pilier. Tout s'effondre. Mon insécurité n'était pas que de sa faute.
Elle révélait surtout en fait que ma sécurité intérieure ne dépendait que de sa validation à lui. Ça a réveillé mon attachement anxieux. Ça l'a plus que réveillé d'ailleurs. C'était l'invité principal, le main caractère de cette relation. Et face à son comportement fuyant, mon cerveau a hurlé « Abandon immédiat ! Ding ding ding, alerte rouge !» L'hypervigilance que ça a déclenché, c'était pas de la folie. C'était une tentative de contrôle. Pourquoi je surveillais les heures de connexion? Pourquoi j'analysais la syntaxe de ses messages? Parce qu'en fait, mon cerveau, il essayait de prédire l'avenir pour éviter la souffrance. Je me disais, si je comprends pourquoi il change, je peux le réparer et donc le faire redevenir comme il était avant. Et en fait, ça, c'est l'illusion tragique de l'anxieux. Plus je serre, plus il fuit. Et ce qui déclenche l'effet miroir. Roméo, ce n'était pas mon prince charmant, on est bien d'accord, mais il a été un révélateur. Il a mis le doigt là où ça faisait mal, sur mon besoin viscéral d'être rassuré. Donc c'était pas de l'amour mature, c'était de la dépendance affective flash. J'étais en insécurité parce que je demandais à mon Roméo, qui était un sprinter, qui court en général le 100 mètres, de courir un marathon avec moi. Et en fait, il peut pas. Il n'avait pas l'endurance émotionnelle pour gérer mes besoins. Et moi, surtout, j'avais pas la solidité pour gérer son inconstance. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Et est-ce que je dois m'en vouloir d'y avoir cru? Pas du tout. J'avais envie d'y croire, et je continuerai à y croire, et ça c'est humain. Mais cette histoire m'a offert une leçon inestimable. Elle m'a permis de recalibrer mon radar affectif. Ce que ça m'apporte concrètement aujourd'hui, la distinction entre l'excitation et l'insécurité. Avant, je confondais souvent les deux. Je croyais que les papillons violents, le cœur qui bat à 2000, la peur de perdre l'autre, c'était de la passion. Aujourd'hui, j'ai bien compris, si ça me tord le ventre, c'est que c'est pas de l'amour, c'est du cortisol. Si je dois jouer les détectives, c'est pas du mystère, c'est un manque de fiabilité. Et le vrai, le bon, il n'est pas censé activer mon système de survie, il est censé m'apaiser. Et du coup, ma nouvelle politique à la suite de cette histoire, c'était le « ça dégage ». J'ai fini en fait de négocier avec mon angoisse. Désormais, la règle, elle est très simple. Si une situation active mon insécurité, d'abord, on est mignonne, on essaye d'en parler, je pose le sujet sur la table clairement. Mais si en face, ça fuit, ça minimise, ça ne rassure pas, ça dégage. Voilà. Je perds plus des semaines à essayer de réparer quelqu'un qui n'a pas envie de construire. C'est mort. On pourrait croire que du coup je suis devenue froide ou que je cherche une vie plate. Pas du tout. Je veux vibrer, je veux de l'intensité, je suis comme ça. Mais je refuse que cette intensité me coûte ma santé mentale. Et je vais vous le dire droit dans les yeux et droit dans les oreilles surtout, je veux pas choisir l'ennui. J'ai besoin d'être occupée, c'est vital. Mais je choisis ma sérénité. Et ça, c'est un non négociable. La grande question maintenant, c'est comment on fait pour trouver de l'excitation dans quelque chose de sain et comment on construit sur la paix sans s'endormir. Ça, c'est exactement ce qu'on verra dans le prochain épisode. Prenez soin de vous!